En 1959, Renault présente un véhicule utilitaire, pas une voiture, pas un camion, un fourgon. Un de ces véhicules utilitaires auxquels personne ne fait vraiment attention, que personne n'admire dans la rue, que personne ne rêve de posséder, un outil, une boîte à roulettes pour transporter des choses d'un endroit à un autre. Sauf que ce fourgon n'est pas une boîte à roulettes. Ce fourgon est une révolution. Il est tellement en avance sur tout ce qui existe au moment de son lancement qu'il va influencer directement ou indirectement presque tous les véhicules utilitaires légers qui vont suivre pendant les 50 années suivantes. Sa conception remet en cause des décennies de conventions dans l'industrie des utilitaires. Elle répond à des questions que personne n'avait encore eu l'idée de poser. Et elle anticipe des besoins que le marché n'a pas encore formulés, mais qu'il va exprimer avec une force croissante dans les années et les décennies qui viennent. Ce véhicule s'appelle la Renault Estafette. Et si ce nom vous fait sourire parce qu'il évoque les marchands de pizza des années 80, les artisans qui garaient leur fourgon devant votre immeuble, les quarts de reportages télévisés qui suivaient le Tour de France, c'est bien. Ce sourire dit quelque chose d'important. Il dit que l'Estafette a réussi quelque chose que peu de véhicules utilitaires réussissent. Elle est entrée dans la vie des gens, pas dans leur garage, dans leur vie. Mais avant de parler de tout ça, il faut parler de ce qui existait avant elle. Parce que pour comprendre à quel point l'Estafette était en avance, il faut comprendre à quel point ce qui l'a précédé était en retard. En 1955, si vous êtes artisan, commerçant, livreur, boulanger, plombier ou n'importe quel professionnel français ayant besoin d'un fourgon pour transporter ses outils et ses marchandises, vous avez des options très limitées. Vous pouvez acheter une camionnette dérivée d'une voiture, la Citroën Traction fourgonnette, la Peugeot 203 fourgonnette, la Simca fourgonnette. Ces véhicules sont construits sur une base automobile, la même plateforme qu'une voiture de tourisme, avec une carrosserie différente à l'arrière pour créer un espace de chargement. C'est pratique parce que ça permet de partager des pièces et des mécaniques avec les voitures de la gamme, ce qui maintient les coûts de production à un niveau raisonnable. Mais c'est une solution de compromis. Ces véhicules ont le moteur à l'avant, sous un capot long et encombrant, qui mange de la longueur totale du véhicule sans créer d'espace de chargement. Ils ont des essieux traditionnels, une transmission classique, une architecture fondamentalement pensée pour transporter des personnes et adaptée tant bien que mal pour transporter des marchandises. Vous pouvez aussi acheter un vrai camion léger, costaud, puissant, bien dimensionné pour le transport, mais lourd, volumineux, difficile à manœuvrer en ville, encombrant à garer, consommant plus de carburant qu'il n'est nécessaire pour les charges légères que la plupart des artisans transportent au quotidien. Aucune de ces options n'est parfaite, toutes impliquent des compromis significatifs, et pendant des décennies, les professionnels français se contentent de ces compromis parce qu'il n'y a pas mieux disponible. Ce n'est pas qu'ils ne se plaignent pas, ils se plaignent. Les conducteurs de fourgonnettes se plaignent de la place perdue par les capots trop longs. Les livreurs se plaignent de planchers trop hauts qui rendent le chargement et le déchargement physiquement épuisants. Les artisans se plaignent d'espaces de chargement mal adaptés à leurs outils et leurs matériaux. Les garagistes se plaignent de mécaniques trop complexes sur des véhicules qui devraient être simples. Tout le monde se plaint. Mais personne ne sait exactement comment faire mieux. C'est dans ce contexte que Renault lance le projet qui va devenir l'Estafette. L'histoire commence au milieu des années 50, dans les bureaux d'études de Renault à Billancourt. Renault est alors en pleine transformation. L'entreprise nationalisée en 1945 est dirigée par Pierre Dreyfus, un homme qui combine une vision industrielle ambitieuse avec une sensibilité sociale peu commune pour un dirigeant de sa trempe. C'est sous la direction de Dreyfus que Renault va lancer la 4CV, puis la Dauphine, puis la RE4, puis la R8, une série de voitures populaires qui vont transformer l'entreprise et marquer l'histoire automobile française. Et c'est aussi sous sa direction que Renault va décider de repenser fondamentalement le segment des utilitaires légers. La décision de lancer un nouveau fourgon ne vient pas d'une étude de marché sophistiquée. Elle vient d'une observation simple, presque évidente, une fois qu'on la formule, mais que personne dans l'industrie n'avait traduite en programme industriel. Les gens qui utilisent des fourgons ont des besoins très différents de ceux qui conduisent des voitures. Ils ont besoin d'espace, pas de vitesse. Ils ont besoin de facilité de chargement,
pas de confort de conduite. Ils ont besoin de fiabilité et de simplicité de maintenance, pas de sophistication mécanique. Et ils ont besoin d'un véhicule maniable en ville, capable de se faufiler dans des rues étroites, de se garer facilement, d'approcher au plus près des endroits de livraison. Ces besoins sont radicalement différents de ceux d'une voiture. Et pourtant, tous les fourgons disponibles sur le marché sont des voitures déguisées. Des voitures dont on a changé la partie arrière pour créer un espace de chargement, mais des voitures quand même avec toutes les contraintes d'architecture que ça implique. La solution, une fois qu'on la voit, est presque dérisoire de simplicité. Si les besoins sont différents, l'architecture doit être différente, radicalement différente. L'idée centrale, qui va définir toutes les staffettes, est celle-là. Mettre le moteur à l'avant, sous le siège du conducteur. Aujourd'hui, en 2024, cette idée ne paraît pas révolutionnaire. La grande majorité des fourgons légers modernes, le Renault Kangoo, le Peugeot Partner, le Citroën Berlingo, le Volkswagen Caddy ont leur moteur positionné sous le plancher avant ou sous les sièges avant, exactement comme l'estafette. C'est devenu la norme du segment. Mais en 1959, cette idée est une rupture totale avec toutes les conventions établies. Quand le moteur est positionné sous le siège du conducteur plutôt que sous un capot avant traditionnel, plusieurs choses fondamentales changent. D'abord, le nez du véhicule peut être entièrement vertical. Il n'y a plus besoin de capot long pour loger le moteur. La face avant est plate, verticale, avec la cabine qui commence immédiatement derrière le pare-choc avant. On gagne une longueur considérable des dizaines de centimètres qui se retrouve directement dans l'espace de chargement. Ensuite, le centre de gravité du véhicule change. Le moteur positionné au-dessus de l'essieu, avant, répartit différemment le poids entre l'avant et l'arrière. Ça change le comportement routier, la maniabilité, la stabilité en charge. Enfin, et c'est crucial, le plancher de la zone de chargement peut être beaucoup plus bas. Sans pont de transmission qui court du moteur avant jusqu'aux roues arrière, le plancher arrière peut descendre presque jusqu'au niveau du sol. Ce qui signifie que charger et décharger le fourgon nécessite de soulever les marchandises beaucoup moins haut. Pour un livreur qui passe sa journée à charger et décharger des colis, c'est une différence physique considérable. Pour un boulanger qui charge des centaines de kilos de pain chaque matin, c'est la différence entre un travail épuisant et un travail gérable. Ces avantages semblent évidents, ils l'étaient. Et pourtant, personne ne les avait traduits en réalité industrielle avant l'estafette. Le développement de l'estafette se déroule entre 1956 et 1959. 3 ans de travail intense dans les ateliers de Renault. Les ingénieurs qui travaillent sur le projet font face à des défis techniques réels. Positionner un moteur sous le siège du conducteur plutôt que sous un capot traditionnel crée des problèmes d'accessibilité pour la maintenance. Comment changer les bougies? Comment accéder au filtre à huile? Comment réaliser les opérations de maintenance courantes sur un moteur qui se trouve sous les passagers plutôt que devant eux? Les solutions sont diverses. Le siège du conducteur et, pour certaines opérations, la totalité de la cabine avant peut être basculée vers l'avant, révélant le moteur en dessous. C'est une solution astucieuse, mais qui demande une habituation. Les mécaniciens qui n'ont jamais vu un fourgon à cabine avancée sont désorientés la première fois. Où est le capot? Il n'y a pas de capot. On bascule la cabine. Cette caractéristique va marquer durablement la relation des mécaniciens français avec l'estafette. Elle crée une forme d'initiation. Ceux qui connaissent l'estafette savent comment accéder au moteur. Ceux qui ne la connaissent pas sont perdus. Et les utilisateurs qui achètent une estafette doivent apprendre cette particularité, l'intégrer dans leur rapport au véhicule. Certains trouvent ça étrange, la plupart finissent par trouver ça logique. Une fois qu'on a compris la raison d'être de cette conception, tout l'espace disponible pour le chargement, la solution mécanique paraît évidente. Les dimensions de l'estafette sont choisies avec soin. Longueur totale, 4,50 m environ. Pour les 2 roues, celle d'un véhicule court mais d'une cabine avancée. L'espace de chargement commence immédiatement derrière les sièges avant et s'étend sur la quasi-totalité de la longueur du véhicule. L'espace de chargement peut recevoir 2 m3 environ dans les versions de base. C'est considérable pour un véhicule de cette taille extérieure. Un concurrent de dimensions similaires, avec un capot moteur traditionnel, offre un volume de chargement nettement inférieur. La largeur est calculée pour permettre le chargement de palettes standards. Cette anticipation des standards logistiques est remarquable pour un véhicule de 1959. À cette époque, la standardisation des palettes en est encore à ses débuts dans l'industrie française. Mais les ingénieurs de Renault ont vu venir cette évolution et l'ont intégrée dans leurs calculs.
La hauteur sous plafond à l'intérieur est suffisante pour qu'un homme de taille moyenne puisse se tenir debout à l'intérieur pour charger et organiser ses marchandises. Pas en se cassant le dos, pas en rampant, debout. C'est une décision simple, mais elle a des conséquences énormes sur la facilité d'utilisation au quotidien. Le moteur retenu pour l'estafette est un bloc essence de 845 cm3, dérivé de celui de la Renault Dauphine. Ici, un passage s'impose. Le choix d'un moteur dérivé d'une voiture de tourisme, un moteur relativement petit, développant environ 26 chevaux dans sa version initiale, est cohérent avec la philosophie du véhicule. L'estafette n'est pas conçue pour transporter des charges lourdes sur de longues distances à grande vitesse. Elle est conçue pour transporter des charges légères à moyenne dans les villes et sur les routes de proximité, avec une économie de carburant maximale et une fiabilité absolue. Sur ces paramètres, le bloc Dauphine est adapté. Il est connu, maîtrisé, facile à entretenir par n'importe quel mécanicien français de l'époque. Les pièces sont disponibles partout. La formation des techniciens n'est pas un problème. La boîte de vitesse est manuelle, à 4 rapports. La traction est avant cohérent avec le positionnement du moteur, et c'est là qu'apparaît une autre première de l'estafette qu'on n'a pas encore mentionnée. La traction avant sur un fourgon utilitaire, en 1959. Les véhicules à traction avant existent. La Citroën traction avant les a popularisés depuis 1934. La Renault Dauphine elle-même est une voiture à traction avant. Plusieurs autres voitures européennes utilisent cette architecture. Mais sur un utilitaire, c'est une quasi-première. La traction avant sur un fourgon présente des avantages considérables pour l'usage professionnel. D'abord, la motricité. Un fourgon chargé a son poids concentré à l'arrière sur l'espace de chargement. Avec une propulsion arrière classique, les roues motrices sont à l'avant du véhicule, là où il y a peu de charge. Résultat, la motricité sur sol glissant boue, pluie, neige est mauvaise. Les roues patinent facilement. Avec la traction avant, les roues motrices sont celles qui portent le moteur qui lui-même est positionné à l'avant. Le poids du moteur améliore directement la traction des roues motrices et sur un fourgon, la traction avant se comporte mieux sur sol glissant qu'une propulsion arrière avec un arrière chargé. Ensuite, la stabilité en virage avec charge. Un fourgon chargé à l'arrière et propulsé par l'arrière a tendance à survirer le derrière chargé à une inertie qui le pousse vers l'extérieur du virage. Avec la traction avant, ce comportement est atténué. Enfin, la maniabilité en ville. La traction avant se combine naturellement avec une direction plus directe et un rayon de braquage plus court. Pour les artisans qui manœuvrent dans des ruelles étroites, qui chargent devant des Porsche, qui naviguent dans les zones commerciales encombrées des centres-villes français, ces qualités sont immédiatement appréciées. L'estafette est présentée au public en juin 1959 au Salon de l'Automobile de Paris. Et comme souvent avec les produits qui font une vraie rupture, la réaction du public est mitigée. Certains professionnels comprennent immédiatement ce que ce véhicule représente. Des livreurs qui voient les dimensions de l'espace de chargement. Des artisans qui remarquent la hauteur du plancher. Des boulangers qui imaginent combien de racks de pain rentrent à l'intérieur. D'autres sont perturbés. Habitués au fourgon à capot long, ils trouvent l'estafette étrange. Ce nez plat, cette absence de capot traditionnel, cette façon de regarder droit devant sans rien interposer entre le conducteur et la rue, c'est déroutant. Et puis il y a les sceptiques professionnels, mécaniciens, responsables de flotte qui se demandent comment on entretient ce truc, où est le capot, comment on accède au moteur. Renault organise des démonstrations, des techniciens montrent la bascule de la cabine, la prise en main se fait, les résistances tombent progressivement, les premières ventes démarrent en 1959, lentement d'abord, puis de plus en plus rapidement. La croissance des ventes de l'estafette, dans les premières années, est portée par une logique simple, le bouche, à, oreille professionnelle, les artisans parlent entre eux, les livreurs comparent leurs véhicules, les gérants de petites entreprises discutent de leurs outils de travail, et très rapidement, des témoignages circulent. Un boulanger de Lyon, qui a acheté une estafette, explique à ses confrères combien de racks de pain supplémentaires il peut charger par rapport à son ancienne fourgonnette. Un électricien parisien vante la facilité avec laquelle il charge ses bobines de câbles grâce au plancher bas. Un fleuriste raconte comment il peut désormais transporter ses compositions plus fragiles sans les abîmer, grâce au plancher stable et à la douceur de conduite. Ces témoignages concrets, dans des secteurs très précis, constituent la meilleure publicité possible pour l'estafette
Et Renault les comprend. La communication autour de l'estafette n'est pas une communication grand public. Elle s'adresse précisément aux professionnels, par secteur d'activité. Les boulangers, les fleuristes, les électriciens, les plombiers, les photographes, les traiteurs. Si cette histoire d'un véhicule ordinaire qui s'avère être une révolution extraordinaire te passionne, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on raconte ces sagas industrielles que l'histoire officielle oublie souvent. Et maintenant, revenons à l'estafette, au moment où elle commence à s'imposer dans des secteurs qu'on n'avait pas vraiment anticipés. Parce que l'estafette va rapidement dépasser le monde des artisans et des petits commerçants. Elle va devenir le véhicule de référence de deux secteurs qui n'ont à première vue rien à voir avec la livraison de pain ou l'installation électrique. Le premier secteur, c'est l'armée française. L'armée française adopte l'estafette dès le début des années 60. Elle en fait un véhicule de liaison, de transport de matériel léger, d'ambulance de campagne. Les qualités qui font de l'estafette un excellent outil pour les artisans, fiabilité, maniabilité, espace de chargement généreux, plancher bas, facilité d'entretien, en font aussi un excellent outil militaire de second échelon. Des milliers d'estafettes vertes circulent dans les garnisons françaises, sur les terrains de manœuvre, dans les convois logistiques. Elles traversent les colonies africaines, les terrains d'opération des années 60 et 70. Elles servent en Algérie, au Tchad, au Liban. Pour Renault, ce débouché militaire est significatif. Il représente des volumes stables, des commandes pluriannuelles, une validation de la robustesse du véhicule dans des conditions d'usage extrêmes, et la validation est positive. Les mécaniciens militaires, qui ont des exigences de fiabilité absolue dans des conditions où une panne peut avoir des conséquences graves, apprennent rapidement à apprécier la simplicité mécanique de l'estafette. Son moteur, ses organes de transmission, ses systèmes électriques simples, tout peut être réparé en campagne avec des outils basiques. Le deuxième secteur inattendu, dans lequel l'estafette va s'illustrer, est la télévision. L'ORTF, l'Office de radio et télévision française, l'ancêtre de France Télévisions, commence à développer ses capacités de reportage en extérieur à la fin des années 50 et au début des années 60. Les caméras de télévision, à cette époque, sont des objets encombrants et lourds. Les équipements d'enregistrement sont volumineux. Un reportage en extérieur nécessite un véhicule capable de transporter tout cet équipement avec suffisamment d'espace pour que les techniciens puissent travailler à l'intérieur. L'estafette est le véhicule idéal pour ce rôle. Son espace intérieur généreux peut être aménagé en régie mobile. Son plancher bas facilite le chargement d'équipements lourds. Sa maniabilité en ville lui permet d'approcher au plus près des lieux de reportage. Les estafettes de l'ORTF, reconnaissables à leur livrée distinctive et à leurs antennes, vont devenir des présences familières sur les lieux d'événements nationaux. Manifestations politiques, matchs de football, cérémonies officielles, accidents de la route, visites présidentielles. La presse filmée française des années 60 et 70 est en grande partie rendue possible par les estafettes qui transportent les équipes et les équipements. Ce n'est pas une utilisation que Renault avait anticipée lors de la conception du véhicule. Mais elle illustre parfaitement ce qui définit un bon outil, sa capacité à trouver des usages que ses concepteurs n'avaient pas prévus. L'estafette traverse les années 60 en s'améliorant progressivement. Renault fait évoluer son véhicule régulièrement. Les moteurs montent en puissance de 26 chevaux initialement. On passe progressivement à des motorisations plus robustes. Des moteurs diesel sont introduits pour les utilisateurs qui font de longs kilométrages et qui valorisent l'économie de carburant plutôt que les performances. Les boîtes de vitesse sont améliorées. La capacité de charge augmente avec des versions plus longues et plus volumineuses. En 1962, une version allongée est lancée. Elle porte le volume de chargement à environ 2,50 m3, une progression significative. Elle répond aux besoins des utilisateurs, dont l'activité a crû et qui ont besoin de transporter davantage. En 1964, une version ambulance est développée conjointement avec les services d'urgence médicale. C'est une évolution naturelle du véhicule. Son plancher bas facilite le chargement d'un brancard. Son espace intérieur permet à un médecin ou un infirmier de se tenir debout à côté d'un patient pendant le transport. Des milliers d'estafettes ambulances vont servir dans les SAMU et les services de secours français pendant des années. Et puis, au milieu des années 60, l'estafette va rencontrer le monde du sport automobile. En 1965, Renault prend une décision qui semble, au premier abord, absurde. Elle va participer au Rallye Paris-Madrid
avec une estafette, non pas pour gagner, non pas même pour finir dans un classement honorable, mais pour prouver quelque chose, pour montrer que l'estafette, ce fourgon d'artisan, ce véhicule de livraison, est capable d'endurer des conditions qui feraient rendre l'âme à beaucoup de véhicules prétendument sportifs. L'estafette de compétition est préparée par les techniciens de Renault, suspension renforcée, protection sous caisse, réservoir de carburant supplémentaire, mais la mécanique de base, le moteur, la boîte, les organes essentiels restent celles de la version de série. L'équipage mène à bien l'épreuve. L'estafette arrive. Elle n'est pas première, mais elle arrive. Et dans le monde des rallyes, pour un fourgon de livraison, arriver est déjà une victoire. L'anecdote circule dans les milieux professionnels. Elle contribue à renforcer la réputation de robustesse du véhicule. Et elle illustre quelque chose d'important. Renault croit vraiment dans son estafette, assez pour la mettre à l'épreuve publiquement dans des conditions extrêmes. Les années 70 arrivent, et avec elles, des défis que Renault n'avait pas anticipés. Le premier choc pétrolier de 1973 transforme profondément les priorités des acheteurs de véhicules utilitaires. L'économie de carburant, qui était un critère important mais pas prioritaire, devient soudainement la préoccupation numéro 1. Les professionnels qui font de nombreux kilomètres livreurs, artisans itinérants, commerciaux, regardent avec une attention nouvelle leur consommation au 100. L'estafette est correcte sur ce plan. Son moteur, 2 cylindres et modeste, consomme raisonnablement. Les versions diesel, introduites progressivement, répondent mieux encore aux attentes des grands rouleurs. Mais la concurrence commence à s'intensifier. Le Volkswagen Combi, lancé en 1950, il a donc précédé l'estafette, a construit au fil des années une réputation mondiale. Il est adopté par les contre-cultures hippies des années 60, par les surfeurs, par les voyageurs. Il devient un symbole culturel qui dépasse largement son statut de véhicule utilitaire. Et ses qualités mécaniques, fiabilité du moteur Volkswagen refroidi par air sont réelles. La Citroën H, le fourgon aux formes ondulées reconnaissables entre toutes, est toujours en production. Elle a ses fidèles inconditionnels dans les secteurs de la boucherie, de la charcuterie, des marchés ambulants, et des constructeurs étrangers commencent à regarder le marché français avec intérêt. Les Japonais, en particulier, qui sont en train de démontrer sur le marché des voitures particulières que leurs véhicules combinent qualité de fabrication, fiabilité et économie de carburant mieux que les Européens. Ces mêmes Japonais vont bientôt regarder le marché des utilitaires. La deuxième pression que subit l'estafette dans les années 70 est d'une nature différente. Elle est sociale. L'estafette est devenue, au fil des années, l'emblème d'une certaine France artisanale et commerçante. La France des petits métiers, des livraisons matinales, des marchés hebdomadaires, des entreprises familiales. Mais dans les années 70, cette France est en train de se transformer. La grande distribution prend de l'ampleur. Les supermarchés, puis les hypermarchés, modifient profondément les habitudes de consommation. Les petits commerçants indépendants subissent une concurrence croissante. Les artisans traditionnels voient leurs activités évoluer. Ces transformations économiques ont des conséquences directes sur le marché des utilitaires légers. Les besoins changent, les volumes transportés augmentent pour certains secteurs et diminuent pour d'autres, les distances de livraison s'allongent avec l'extension des zones commerciales et résidentielles, les exigences de rapidité et de fiabilité s'intensifient. L'estafette est conçue pour la France de 1959, une France de rues étroites, de petits commerces de quartier, d'artisans installés dans des ateliers au rez-de-chaussée. Cette France existe encore, mais elle est moins dominante qu'elle ne l'était. Renault tente de répondre à ces évolutions. Des versions améliorées de l'estafette sont développées tout au long des années 70. En 1970, une version significativement remaniée est lancée. Les moteurs sont modernisés. L'aménagement intérieur de la cabine est revu pour améliorer le confort du conducteur, parce que des conducteurs qui passent plusieurs heures par jour dans leur véhicule ont des exigences croissantes en matière de confort conduite. En 1973, une version grand volume est introduite avec un espace de chargement encore agrandi. Elle vise les secteurs où le volume transporté est le critère dominant, les boulangeries industrielles, les blanchisseries, les services de messagerie, en pleine croissance. Ces évolutions sont utiles. Elles maintiennent l'estafette compétitive sur son marché, mais elles ne changent pas l'architecture fondamentale du véhicule. Le moteur sous le siège conducteur, la cabine avancée. La traction avant. Ces choix de conception datent de 1959 et ils vont rester les mêmes jusqu'à la fin de la production. Parce que l'estafette ne sera jamais vraiment remplacée par un successeur direct. En 1980, Renault sort le Trafic.
un nouveau fourgon conçu en collaboration avec Alfa Romeo et Fiat dans le cadre d'un programme industriel européen. Un véhicule plus moderne, plus puissant, mieux équipé, avec des moteurs plus performants et une capacité de charge accrue. Le trafic et l'estafette coexistent pendant quelques années. Ils ne s'adressent pas exactement aux mêmes clients, le trafic est plus grand, plus puissant, mieux adapté aux usages nécessitant des capacités de charge supérieures, et en 1981, la production de l'estafette s'arrête. 22 ans de production, plus d'1 million d'exemplaires fabriqués et vendus en France et à l'exportation, 1 million d'exemplaires. Le chiffre mérite qu'on s'y arrête. Pour un véhicule utilitaire, pour un fourgon professionnel qui n'a jamais cherché à séduire le grand public, qui n'a jamais fait l'objet de campagnes publicitaires spectaculaires, qui n'a jamais été le sujet d'articles enthousiastes dans les magazines automobiles grand public, 1 million d'exemplaires, c'est un succès commercial considérable. Ce million d'estafettes représente des millions d'artisans, de commerçants, de livreurs, de professionnels de toutes sortes qui ont fait confiance à ce véhicule pour leur activité quotidienne. Des gens qui, au moment de décider quel fourgon acheter, ont comparé les offres disponibles et ont choisi l'estafette parce qu'elle répondait mieux à leurs besoins. C'est le verdict le plus honnête qui soit. Aujourd'hui, l'estafette a acquis le statut de véhicule de collection, non pas un véhicule de collection au sens traditionnel du terme, elle n'est pas recherchée pour sa beauté formelle ou ses performances, mais un véhicule de collection au sens patrimonial, un objet qui représente une époque, un savoir-faire, une façon de concevoir les outils de travail. Des restaurateurs passionnés remettent en état des estafettes avec un soin minutieux. Ils recherchent des pièces d'époque de plus en plus difficiles à trouver. Ils comparent les configurations selon les années de production. Ils documentent les versions spéciales, les variantes régionales, les aménagements professionnels particuliers. Des associations de passionnés organisent des rassemblements. Des estafettes de toutes les années, de toutes les couleurs, de toutes les versions se retrouvent dans des prairies et sur des parkings pour le plaisir de ceux qui les ont restaurés et de ceux qui les regardent. Ces rassemblements attirent non seulement des collectionneurs, ils attirent aussi des professionnels retraités qui sont venus avec une estafette dans leurs années actives. Des boulangers qui se souviennent de leur tournée du matin, des électriciens qui ont monté des kilomètres d'escalier avec leurs bobines de câbles chargées dans une estafette, des fleuristes qui ont sillonné leur ville pour livrer des compositions à des mariages et des enterrements. Pour ces gens, l'estafette n'est pas un objet de collection, c'est un souvenir de travail, un compagnon des années de labeur. Alors pourquoi la Renault Estafette était-elle en avance sur tout le monde ? Elle l'était pour des raisons qui, avec le recul, paraissent presque trop simples. Elle l'était parce que ses concepteurs ont posé la bonne question avant de commencer à dessiner quoi que ce soit. La question n'était pas comment faire un fourgon. La question était de quoi ont besoin les gens qui utilisent des fourgons. Cette distinction en apparence mineure est en réalité fondamentale. Partir des besoins plutôt que des conventions, observer les usages réels plutôt que reproduire les solutions existantes, comprendre que les contraintes techniques héritées du passé ne sont pas des lois naturelles immuables, mais des choix qui peuvent être remis en question. La cabine avancée, le moteur sous le siège conducteur, la traction avant, le plancher bas, la capacité de chargement maximisée, ces caractéristiques ne sont pas des innovations techniques spectaculaires, au sens où on entend généralement ce terme, ce ne sont pas des percées scientifiques ou des exploits d'ingénierie, ce sont des choix de conception qui découlent directement d'une observation attentive des usages. Et c'est justement pour ça qu'elles ont duré, parce qu'elles répondaient à des besoins réels, profonds, durables, parce qu'elles rendaient le travail quotidien de millions de professionnels véritablement plus facile. Il y a une dernière chose à dire sur l'estafette. Une chose qui touche à ce qu'on pourrait appeler son héritage invisible. Regardez n'importe quel fourgon léger en circulation en France aujourd'hui. Le Renault Kangoo, le Peugeot Partner, le Citroën Berlingo, le Volkswagen Caddy. Ils ont tous une cabine avancée, ou au moins raccourcie. Ils ont tous un plancher relativement bas. Ils ont presque tous la traction avant. Ils maximisent tous l'espace de chargement par rapport aux dimensions extérieures. Ils sont tous, d'une certaine manière, les héritiers de l'estafette. Pas directement, pas par filiation technique explicite, mais parce que l'estafette a montré la voie. Elle a prouvé que cette architecture fonctionnait, que les professionnels l'appréciaient, que le marché récompensait les véhicules conçus à partir des besoins réels des utilisateurs, plutôt que à partir des contraintes des conventions héritées. Et les constructeurs concurrents, au fil des années, ont regardé le succès commercial de l'estafette et en ont tiré leurs propres conclusions. L'influence d'un véhicule
ne se mesure pas toujours aux articles qu'ils génèrent dans les magazines ou au prix qu'ils remportent dans les salons automobiles. Elle se mesure parfois à la façon dont ils réorientent silencieusement toute une industrie. L'estafette a réorienté l'industrie des utilitaires légers européens. Elle l'a fait sans bruit, sans glamour, avec la discrétion de ceux qui sont trop occupés à bien faire leur travail pour se préoccuper de leur image. En 1959, un fourgon sort des usines de Billancourt avec un nez plat, un moteur sous le siège conducteur et un espace de chargement que rien dans sa catégorie ne peut égaler. Personne ne l'applaudit comme une révolution. Les boulangers qui vont l'acheter ne savent pas qu'ils montent dans un véhicule qui va définir les standards de l'industrie pour les 50 années suivantes. Les livreurs qui vont passer des années à son volant ne savent pas qu'ils conduisent quelque chose qui va influencer tous les fourgons qui viendront après lui. Ils savent juste que ce fourgon fait son travail mieux que ce qui existait avant, qu'il est plus pratique, plus commode, plus facile à charger, plus maniable en ville. Et c'est peu être la définition la plus juste de ce que signifie être en avance sur son temps. Pas prévoir l'avenir, pas inventer des technologies spectaculaires que personne ne comprend encore, mais regarder le présent avec suffisamment d'attention et d'intelligence pour voir ce que tout le monde voit, mais comprendre ce que personne encore n'a compris. L'estafette regardait les artisans français de 1959 et voyait ce dont ils avaient besoin, ce que personne ne leur avait encore donné. Et elle le leur a donné. C'est tout. Et parfois, c'est largement suffisant pour changer les choses. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, on raconte ces véhicules qui ont changé leur époque sans que personne ne s'en rende vraiment compte sur le moment. Et si vous avez travaillé avec une estafette, si votre père ou votre grand-père en avait une dans son entreprise, racontez votre histoire en commentaire. Ces mémoires professionnelles méritent d'être préservées.